L'IA chez L'Oréal, et plus précisément l'IA générative, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Ça nous permet d'offrir une beauté personnalisée, responsable et inclusive à chacun et à l'échelle. Vous l'avez vu avec Beauty Genius qui est derrière moi. Tous les hommes et les femmes du monde qui ont un téléphone pourront avoir accès à un assistant personnel, un conseiller beauté dans la poche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'IA chez L'Oréal, ce qui est important, c'est que c'est du concret, la beauté personnalisée pour chacun et chacune. Et donc moi, je suis, une fois que le cadre de confiance dont on a parlé est fixé, très optimiste pour le futur. La Poste s'est engagée depuis une dizaine d'années dans une transformation data et IA avec comme objectif d'être data-driven à horizon 2025. On a commencé notre aventure data IA par le rachat de Probayes, qui est une société grenobloise spécialisée en intelligence artificielle. S'il y a une chose à retenir sur Vivatech à cette édition, c'est le renouvellement de notre charte data et IA qui a été annoncée mercredi dernier pour être directement inscrit dans l'IA Act avec une charte data et IA de confiance et un comité qui permet de piloter l'ensemble de nos activités autour du sujet. Aujourd'hui, moi, je présentais La Poste GPT, qui est la plateforme self-service d'IA générative du groupe La Poste, modulaire, hybride, par et pour les postiers. Pour les postiers, c'est réellement un outil interne à destination de nos collaborateurs pour les aider au quotidien dans leur travail. Par, c'est en utilisant justement les services de Probayes que l'on a construit cette plateforme. Modulaire, c'est qu'il y a des bouts de cette plateforme qui sont dans le cloud, d'autres qui sont dans nos data centers pour sécuriser nos données sensibles. Et modulaire, c'est qu'aujourd'hui, on a 7 modules à destination de nos collègues postières et postiers, 3 qui sont génériques et 4 spécifiques entraînés sur des données postales et donc sécurisés dans nos data centers. La data fait partie des sujets cruciaux et cœur de la direction d'information numérique et du service Etalab depuis 2011. Jusqu'ici, la problématique de la data a principalement porté sur l'ouverture des données de l'État et notamment de toutes les données officielles sous forme de tableaux, de décisions administratives, etc. Et on est en train d'arriver petit à petit à un tournant. Dans la mesure où ces données qui jusqu'ici ont permis de créer un certain nombre d'usages, notamment dans l'économie privée, avec notamment l'ouverture de la base sur des données notariales DVF il y a quelques années, qui avait permis l'émergence de services immobiliers, etc. Aujourd'hui, ces données servent de plus en plus à la valorisation interne des travaux de l'État et notamment à la stratégie d'intelligence artificielle de la DINUM. Aujourd'hui, au sein de la DINUM, nous développons Albert, une IA générative pensée pour aider les agents publics à identifier les meilleures réponses pour assister les usagers, donc les Françaises et Français. Albert sert notamment à rechercher les meilleures sources dans les documents officiels, par exemple les fiches servicepublic.fr que n'importe qui peut trouver en ligne. Et étant donné, c'est la question, répondre de manière la plus approfondie et précise à la fois sur la base de ces sources. L'intelligence artificielle propose un brouillon aussi complet que possible dont la qualité peut être évaluée par les équipes techniques. Et donc on a un certain nombre de travaux pour améliorer progressivement les réponses d'Albert. Et ce qui permet à Albert d'être de qualité, c'est d'avoir justement des datas de bonne qualité, donc des datas textuelles, quelque chose qui était plus difficile à travailler jusqu'ici et que l'essor de l'intelligence artificielle générative a pu libérer. Aujourd'hui, Albert, c'est un ensemble de modèles qu'on vient spécialiser, qui sont des modèles open source et qu'ensuite on met dans un ensemble de logiciels, que ce soit des logiciels métiers comme Albert France Service, pour assister les agents France Service qui reçoivent des Françaises et Français en guichet, ou bien des logiciels internes à l'action de l'État, par exemple CHAP, qui est la messagerie interne de l'État, qui va progressivement permettre aux agents publics de converser avec un bot, le bot Albert, auquel les agents pourront poser des questions, ou bien qu'ils pourront utiliser pour préparer des brouillons de notes, générer un template de mail. Donc autant de choses que certains agents feront peut-être déjà avec des produits propriétaires et qui pourront cette fois faire avec un produit transparent qui tourne sur les serveurs de l'État. Les données n'iront pas n'importe où et avec des fonctionnalités maîtrisées. Déjà, un premier message pour nos membres, l'IA n'est pas une nouveauté. Elle est incluse dans nos produits depuis très longtemps. Par exemple, sur les appareils photo, tout ce qui est reconnaissance faciale pour identifier les pupilles et éviter des pupilles rouges ou pour identifier et mettre au point les personnes, ça existe depuis longtemps dans les appareils. La même chose est vraie, bien évidemment, pour des systèmes d'IA dans les smartphones. Dans les téléviseurs aussi, pour améliorer la qualité de l'image, eh bien, il y a de l'upscaling qui est réalisé souvent avec des systèmes d'IA très performants qui viennent augmenter
le nombre de lignes balayées dans l'image de manière computérisée, on va dire. Ce n'est pas de l'IA générative, mais ça existe depuis longtemps dans nos produits. C'est vrai que le hype existe surtout sur les IA génératives. Moi, je suis une tech optimiste, donc je n'y vois que des choses positives. Je pense que ça va augmenter la productivité dans un certain nombre de métiers et on le constate déjà avec des systèmes qui sont mis en place par de nombreux adhérents de la FNUM et qui permettent en fait dans des situations données et spécifiques d'améliorer les performances d'un produit. Par exemple, l'IA utilisée pour faire du contrôle qualité sur des lignes de production. Nous avons un membre qui a développé avec Audi en Allemagne un système expérimental de contrôle des soudures sur les lignes de production automobile. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire du contrôle qualité des soudures, vous devez sortir le véhicule que vous contrôlez. En général, c'est un échantillonnage d'un véhicule sur un millier de véhicules et le contrôler visuellement pour voir si les soudures sont bien faites ou pas. Avec l'IA, en fait, on peut contrôler en continu sur la ligne de production la qualité de la soudure. C'est sûr, les métiers changent. C'est-à-dire que l'ingénieur qui contrôle visuellement, eh bien, il ne va plus regarder physiquement le véhicule, 1 sur 1000, il va tous les voir sur son ordinateur. Donc, il y a aussi un enjeu, bien évidemment, de formation, de changement des métiers. Mais comme le disait le président de la République hier, il pense, et je pense aussi, que oui, il y aura certainement un chamboulement dans les métiers, par exemple, mais que finalement, les emplois créés vont dépasser les emplois qui seront certainement détruits. Il va y avoir un changement de paradigme. Et c'est à ça qu'on est confronté avec l'IA. Je pense qu'on est au-delà du buzz s'agissant de l'IA. On est vraiment dans le cadre d'une vraie révolution, à la fois dans le numérique, mais aussi dans la manière dont on va travailler, dont on va apprendre, dont on va interagir au quotidien de façon significative avec l'intégralité de l'environnement professionnel, social, etc. On n'a pas souvent l'occasion d'assister à quelque chose comparable à l'invention de l'imprimerie. Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui avec l'IA. Donc on est vraiment au-delà du buzz. Aujourd'hui, le sujet, l'enjeu, c'est le déploiement de l'IA pour de vrai dans l'économie, dans la société. Le gouvernement récemment a publié un rapport avec une vision d'ensemble sur ce que peut être le déploiement de l'IA en France. C'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Le sujet, c'est vraiment de voir comment on peut concrètement déployer l'IA pour de vrai, à savoir est-ce qu'on peut le déployer avec ses propres infrastructures, est-ce qu'on peut le déployer avec d'autres types de services. Et le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter l'IA sur ses données à soi et non pas de faire le chemin inverse. L'autre sujet, c'est évidemment de savoir quels sont les usages, l'utilité qu'on va pouvoir tirer de cette nouvelle technologie. Si on compare à Internet, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il s'est passé 5 à 10 ans avant de voir qu'on pouvait faire du commerce en ligne, développer les réseaux sociaux, un certain nombre de sites aujourd'hui très populaires comme YouTube, etc. C'est des choses qui, en 95-96, n'étaient pas forcément imaginables. Aujourd'hui, une des spécificités de la révolution actuelle que l'on vit, c'est que tout le monde se pose la question de savoir quelle utilité je vais pouvoir tirer de cette technologie-là, parce que tout le monde aujourd'hui a la prescience, l'intime conviction que l'IA va nécessairement jouer un rôle pour améliorer sa manière de travailler, sa performance, le service public, l'éducation, la santé. Les applications aujourd'hui, elles sont considérables et il y a vraiment des opportunités majeures pour tout le monde aujourd'hui à saisir dans ce domaine-là. Donc voilà, en tant que représentant d'elle, je ne peux que inciter les uns et les autres en tout cas, à se poser la question de savoir quels sont les sujets aujourd'hui que j'ai qui peuvent trouver une solution avec le déploiement de l'intelligence artificielle. L'IA, c'est une révolution industrielle. C'est un peu ce qu'était l'Internet des objets dans les années 80. L'IA, c'est le pouvoir, c'est la technologie de demain, d'aujourd'hui. On a besoin de formation, ça a été dit hier à l'Elysée, ça a été redit aujourd'hui à Vivatech, par la French Tech. On a un besoin de formation immense, mais là encore, est-ce que la formation sera la même pour les femmes que pour les hommes? Il y a un vrai manque d'éducation au niveau des femmes pour tous les sujets technologiques, mais l'IA encore davantage. Comment est-ce que les femmes en Afrique, au Maghreb, en Inde, aux États-Unis et en Europe, parce qu'on est quand même parmi les plus en retard sur la parité dans la tech en Europe. Comment est-ce qu'on va faire pour que les femmes soient formées de la même façon que les hommes? Comment est-ce qu'elles vont faire pour s'imposer au niveau de l'IA? À l'heure d'aujourd'hui, on peut le voir, les plus grandes pépites françaises n'ont pas de femmes à leur board quand il s'agit d'IA. Comment est-ce qu'on fait demain pour s'assurer qu'il y ait une parité à ce niveau-là?
L'IA au CNRS, c'est d'abord une immense responsabilité parce que nous travaillons sur les modèles pour les développer, pour les comprendre, pour en corriger les biais, pour les sécuriser et puis demain aussi pour avoir des modèles plus frugaux parce qu'on est dans un monde avec des contraintes planétaires qu'il faut respecter. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais le CNRS, c'est la recherche 360 degrés, donc on regarde aussi ces technologies sous un angle multidisciplinaire avec la sociologie, avec les sciences humaines et sociales, avec les questions éthiques associées, avec tout ce qui relève aussi des sciences de la cognition pour comprendre comment ça marche et comprendre les impacts que ça peut avoir. Et ça, c'est des programmes aussi qu'on lance parce que c'est fondamental pour demain de bien comprendre ces technologies dans toutes leurs acceptions. Et puis, troisièmement, au CNRS, on a un grand programme de développer l'IA pour les sciences pour pouvoir accélérer la recherche scientifique avec l'IA. Alors, ça peut être sur les sciences du climat, par exemple, pour développer des nouveaux modèles du climat, aller plus vite. Les sciences des matériaux, c'est pour la biologie. On a besoin de l'IA dans toutes nos sciences. Et on a donc ce grand programme AI for Science and Science for AI pour diffuser ces technologies et mieux comprendre comment elles fonctionnent et en retour comprendre comment les sciences poussent nos technologies d'IA dans leurs retranchements et dans leurs limites, ce qu'il faut développer demain. S'il y a une chose à retenir en IA, c'est que les technologies sont là. Elles continuent d'évoluer, c'est pas fini, c'est pas la fin de l'histoire, elles sont là. Et on doit se les approprier, comprendre comment les utiliser, comprendre comment on peut maîtriser les impacts, comment les exploiter au mieux pour les missions et les valeurs qui sont les nôtres.